Bonsoir et merci de votre fidélité comme chaque soir à 18h30, le rendez-vous d'information sur Al Oula, le premier de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Le conseil d'administration de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement s'est réuni aujourd'hui à Rabat sous la présidence de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna. Participation remarquable du Maroc à la COP24 à Katowice en Pologne avec plus de 250 représentants. Le Royaume œuvre à apporter sa pierre à l'édifice et à influer sur le cours des négociations. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux à Katowice. Capitale des agrumes, ces oranges et clémentines sont appréciées dans tout le royaume et au-delà, dans la province de Berkane, la production devrait atteindre cette année plus de 300 000 tonnes. L'heure est à l'accueil. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu ce jeudi au Palais Royal à Rabat M. Mohamed Bachir Rachdi, que le souverain a nommé président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. À cette occasion, Sa Majesté le roi a mis l'accent sur l'importance que le souverain ne cesse d'accorder à la lutte contre la corruption. Toutes ces formes indique un communiqué du cabinet royal. Monsieur Mohamed Bachir Rachdi, que Sa Majesté le roi a nommé président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, est né en 1960 à Ribga, titulaire du diplôme d'ingénieur d'État en génie électrique et informatique industrielle de l'école Mohammedia d'ingénieurs à Rabat. Nous reviendrons sur cette audience au cours de nos prochaines éditions. Mais à présent, écoutons les propos du nouveau président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, avec cette nomination, nous espérons entamer une nouvelle ère par rapport à la lutte contre la corruption et faire en sorte à ce qu'on soit dans un changement réel et irréversible avec des stratégies effectives, applicables et où l'instance jouerait un rôle d'impulsion, un rôle de suivi, un rôle d'évaluation des politiques publiques en la matière. Et les politiques publiques dans tous les domaines, que ce soit en termes de prévention ou en termes de répression des actes de corruption, pour lesquels, c'est-à-dire les dossiers concernant la corruption, l'instance devrait avoir les vrais prérogatives pour faire de l'investigation et traiter les dossiers en préjudiciaire avant que ça n'arrive à la justice qui doit continuer à jouer son rôle plein et indépendant. À présent, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République française Emmanuel Macron suite à la fusillade qui a eu lieu mardi soir sur le marché de Noël de Strasbourg, faisant plusieurs morts et blessés. Dans ce message, Sa Majesté le roi affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle de la fusillade, exprimant au président français et à travers lui aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple français ses condoléances les plus attristées et l'expression de toute sa sympathie. Mes pensées vont également aux blessés auxquels j'adresse mes souhaits sincères de prompt rétablissement, écrit le souverain. Sa Majesté le roi fait part au nom du peuple marocain et en son nom propre de sa condamnation la plus vigoureuse de cet acte criminel abject, assurant de toute sa solidarité dans cette épreuve. Le conseil d'administration de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement s'est réuni à Rabat sous la présidence de son Altesse royale la princesse Lalla Hasna. Au début des travaux du conseil, son Altesse royale s'est félicitée du travail accompli et des résultats tangibles atteints depuis la création de la Fondation en juin 2001. Les développements sur Adanachet. L'engagement concret de son Altesse royale en faveur de l'environnement et de l'éducation au développement durable et sa forte emprise sur la qualité et le déroulement des réalisations expliquent en grande partie le positionnement actuel de la Fondation au Maroc et dans le monde. Le conseil d'administration s'est félicité de la nomination de son Altesse royale comme ambassadeur de bonne volonté de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a représenté la Fondation dans plusieurs événements internationaux. Il a prononcé des discours d'ouverture, le World Environment Education Congress en septembre 2017 à Vancouver au Canada ou encore Women's Forum de Toronto. C'était en mai 2018.
Plage Propre, qui connaît sa 18e saison, a fait état d'une relance qui s'est traduite par des outils de gestion de la formation et cette année par la refonte de la circulaire du ministre de l'Intérieur relative à la gestion des plages. En 2017, le programme Éco-École a été élargi au préscolaire avec la généralisation de l'enseignement en préscolaire que Sa Majesté le Roi vient tout juste de lancer en juillet 2018. Quant au programme Air Climat, il s'est intéressé cette année au territoire avec Marrakech comme ville pilote où un bilan carbone et l'introduction de la mobilité électrique, une première au Maroc, sont en cours. La Fondation gère près de 20 programmes dans 6 domaines d'intervention, l'éducation à l'environnement, le littoral, l'air et le climat, le tourisme durable, la sauvegarde et le développement de la palmerie de Marrakech, ainsi que les parcs et jardins historiques. Réunion aujourd'hui du Conseil de gouvernement. Intervenant à l'ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, le chef du gouvernement Saad El-Othmani a relevé que le Conseil de la concurrence débutera ses travaux attendus par les citoyens, les acteurs économiques et les entreprises eu égard à son rôle dans la protection du pouvoir d'achat des citoyens. Le Conseil a approuvé 2 projets de décret, dont le premier complétant le décret portant statut particulier du corps du secrétariat de greffe, alors que le deuxième fixant le barème et les modalités de perception des honoraires des notaires. Réunion à Rabat au siège du ministère de l'Intérieur de la commission ministérielle chargée du programme stratégique de développement consacré à Al-Hoceima. Les travaux ont porté sur le suivi et la cadence des réalisations des projets Al-Hoceima Manarat al-Moutaoussit, dont le budget alloué s'élève à 6,5 milliards de dirhams, ainsi que les projets de développement destinés à la province. Les programmes dans le pipe visent le développement des milieux ruraux et urbains de la province selon une approche inclusive et participative. Focus à présent sur les travaux de la 7e édition de la conférence internationale Atlantique Dialogue. Ils se sont officiellement ouverts hier à Marrakech, initiés par le think tank Policy Center for the New South. Cette rencontre de haut niveau avec les grandes questions, traite des grandes questions d'actualité pressante avec des experts venus des 4 coins du monde. Mu'tasim Billah El-Bouazaoui, Amina Allem, Nissin Naouzdar. C'est parti pour 3 jours de débat sur les grands enjeux géopolitiques et économiques du bassin atlantique. 350 participants représentant 90 pays prennent part à cette conférence de haut niveau. La dimension humaine de la crise migratoire, la démographie contrastée du Nord et du Sud, la sécurité mondiale, de grandes questions transversales vivement débattues. Je trouve que les thèmes sont très intéressants parce qu'ils sont de tous ordres. Ils parlent de sécurité militaire qui me concerne en premier chef, mais aussi de problèmes de démographie, de problèmes sociaux. Et je crois que ce sont et de multilatéralisme. Donc ce sont l'ensemble des problèmes qui inquiètent le monde. Venir discuter des problématiques de choc culturel, problématiques de l'immigration. Dans une Afrique qui est plus ou moins le berceau de l'humanité, donc une Afrique tolérante, où les gens ont toujours voyagé. Ce rendez-vous annuel place l'Afrique au centre des priorités. Des experts d'horizons divers examinent les moyens de booster la croissance du continent et de faire face aux défis environnementaux. Il faut consolider la coopération internationale pour répondre efficacement aux urgences qui pèsent sur le monde et surtout sur le continent africain, notamment les changements climatiques. Il est également question d'évoquer les enjeux de la mondialisation et du commerce international. Vous le savez, la Chine et les États-Unis se livrent à une farouche guerre commerciale dont les États du Sud vont certainement pâtir. Il est donc crucial d'approfondir le débat dans ce sens. Depuis son lancement en 2012, la conférence Atlantic Dialogues aborde les questions d'actualité brûlante en confrontant les différents points de vue des panélistes du Nord comme du Sud. Les dialogues atlantiques cultivent une excellence africaine, un esprit d'ouverture et une grande diversité.
Comme annoncé en début de journal, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu au Palais Royal à Rabat M. Mohamed Bachir Rachdi, que le souverain a nommé, je rappelle, président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. À cette occasion, Sa Majesté le roi a mis l'accent sur l'importance que le souverain ne cesse d'accorder à la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, tant au niveau du fonctionnement des administrations et établissements publics et son impact sur les services rendus aux citoyens, qu'au niveau des répercussions négatives de ce fléau sur les différents secteurs de l'économie nationale et sur la réalisation d'un développement durable et équilibré. Dans ce cadre, le souverain a donné ses hautes orientations au nouveau président afin d'œuvrer à la mise en œuvre optimale des missions confiées par la Constitution à cette instance nationale, notamment en ce qui concerne la prise d'initiative, la coordination, la supervision de l'exécution et le suivi des politiques de lutte contre la corruption, la contribution à la moralisation de la vie publique et la consécration des principes de bonne gouvernance, de la culture du service public, mais également de l'intérêt général ainsi que des valeurs de la citoyenneté responsable. Sa Majesté le roi a également souligné la nécessité de la coordination, de la coopération et de la conjugaison des efforts avec les institutions et instances nationales concernées, chacune en ce qui concerne pour une mobilisation collective, l'utilisation de tous les mécanismes de sensibilisation et des moyens juridiques dans le but de prévenir et de lutter contre ce fléau dans toutes ces manifestations et l'application des procédures légales et judiciaires à l'encontre des contrevenants. Et puis, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu au Palais Royal de Rabat également Mohamed Ben Alilou, que le souverain a nommé au poste de médiateur. À cette occasion, Sa Majesté le roi a rappelé le rôle de l'institution de médiateur en tant qu'instance nationale indépendante pour consacrer les droits et lever les injustices, et son rôle particulièrement dans la préservation des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, ainsi que son action visant à leur rendre justice face à tout abus dans le cadre de la primauté de la loi et de la consolidation des principes de la justice et de l'équité. Sa Majesté le roi a également donné ses orientations aux médiateurs pour poursuivre l'action en vue de consolider les acquis réalisés tout en veillant à la mise en œuvre complète des attributions de cette institution, aussi bien en matière des démarches de médiation et de rapprochement que de propositions des poursuites judiciaires qu'en ce qui concerne la vulgarisation de son rôle et de ses attributions et l'interaction avec les citoyens lésés. Le souverain a également appelé l'institution du médiateur à poursuivre sa contribution dans la consécration des principes de l'état de droit, de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des services publics et la moralisation de la vie publique, ainsi que la publication de recommandations visant à garantir l'égalité des citoyens devant la loi et l'administration et hisser la qualité des prestations fournies par les établissements publics, les services de l'État et les collectivités territoriales. Je le disais, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Présentation à Casablanca d'une étude sur le financement de l'amorçage et la création d'entreprises, un diagnostic qui vise à dresser un état des lieux du capital amorçage et risque au Maroc et à élaborer des propositions d'action et une feuille de route pour le développement de l'écosystème des start-up dans le Royaume. Une étude présentée par l'Association marocaine des investisseurs en capital en collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc. Sarah Ketir. Dresser un état des lieux du capital amorçage et risque au Maroc, réaliser un benchmark international du capital amorçage et risque et élaborer des propositions d'action et une feuille de route pour le développement de l'écosystème des startups au Maroc est l'objectif de l'étude réalisée par la CGM et l'Association des investisseurs en capital. Aujourd'hui, notre soutien, il est fort, notre soutien, il est déterminé et pour nous, il faut qu'on apporte toutes les facilités, tous les mécanismes, à la fois sur le plan incitatif, à la fois sur le plan du financement, sur le plan de l'accès à un financement, la première commande qui est la clé de réussite d'une start-up et qui pour lui donner, je dirais, son envol. Aujourd'hui, tout un écosystème est constitué autour d'Innovinvest, de la CCG. Vous avez soit des incubateurs, vous avez des accélérateurs qui sont là pour les premiers stades, mais vous avez également des fonds d'investissement qui sont là pour pouvoir injecter dans le tour de table de ces start-up. Le diagnostic comporte 39 constats divisés en 6 volets: juridique et fiscal, financement, culture, support, capital humain et marché. Les principaux constats sont la lourdeur et la complexité des démarches administratives et des procédures judiciaires.
il s'est avéré que la start-up marocaine n'avait pas un cadre juridique dédié et des outils qui permettent aux fonds d'investissement d'investir en toute sécurité et en toute souplesse. Nous allons développer les mesures que nous allons proposer pour les obligations convertibles en actions, les bons de souscription d'actions par exemple, qui vont permettre aux fonds d'amorçage d'ajuster la valeur. Plusieurs start-up au Maroc à fort potentiel de croissance ne bénéficient pas d'un accompagnement financier adapté à moyen terme et capable de répondre à leurs besoins en financement à chaque étape de leur développement. Peu de start-up parviennent en effet à attirer des investisseurs locaux ou internationaux et la grande majorité ne dispose pas de l'expertise et des compétences nécessaires pour pérenniser l'activité et maintenir un rythme de croissance. On passe à présent à l'actualité internationale, direction la Pologne, de Marrakech à Katowice. Participation remarquable du Maroc à la COP24 avec près de 250 participants représentant les départements ministériels, le secteur privé, le Parlement, la société civile ainsi que des experts. Le Royaume œuvre à apporter sa pierre à l'édifice et à influer sur le cours des négociations. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux sur place depuis Katowice, Fouad Al-Harch et Nissi El-Hamdaoui. À la veille de la clôture officielle de la COP24, les 200 États réunis à Katowice pour la sauvegarde de la planète semblent avoir du mal à se mettre d'accord sur les modalités de mise en œuvre effective de l'accord de Paris. Visiblement, la politique et le climat ne font pas toujours bon ménage. Il existe encore des discordances et il n'y a pas un consensus par rapport à un certain nombre de points qui figurent dans ce texte de négociation. Monsieur Bouskré Razi est négociateur marocain, expert en climat et en économie verte. Il fait porter la voix de son pays dans les négociations climatiques. Dans cette COP, le Royaume se dresse comme une force de proposition sérieuse et crédible. Nous, en tant que pays en voie de développement, vulnérables par rapport aux effets du changement climatique, donc la question de l'adaptation est primordiale. La deuxième question, donc, c'est la question donc des ressources financières. Donc, on essaie un petit peu donc d'influencer dans le cadre de notre appartenance au groupe arabe, notre appartenance au groupe africain et notre appartenance au G77. Du côté de la société civile du monde entier, le Maroc répond présent. Présent par ses idées écolo, innovantes et par sa jeunesse créative. Impliqué dans le combat pour la cause climatique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces acteurs-là ont leur mot à dire. Leurs avis comptent pour la communauté des négociateurs climat. En tant que société civile, nous sommes ici pour faire entendre notre voix et impacter les grandes décisions gouvernementales prises en marge de cet événement. Nous avons d'ailleurs activement participé au dialogue Talanoa en livrant notre propre vision concernant les changements climatiques. Nous, on essaye de contribuer de notre part par effectivement des solutions, par des propositions, par aider à la décision, parce que la décision parfois elle est très difficile et peut-être des pistes peuvent être trouvées par la société civile. Nous, on essaie ici de travailler dans un contexte un peu global. L'objectif principal de la formation... Dans cette COP, le Maroc est sur tous les fronts. Sa bataille pour le climat, il veut la gagner à l'échelle nationale. Le Royaume œuvre également à étendre cette énergie verte qui l'anime bien au-delà de ses frontières. En Afrique et pourquoi pas dans le monde arabe. Sachez également qu'une journée africaine de l'adaptation au changement climatique a été organisée. Comment l'Afrique tente-t-elle de s'adapter à ces dérèglements climatiques? Le soutien des bailleurs de fonds s'avère nécessaire. Le Maroc en bénéficie grâce à la présentation de projets crédibles d'adaptation. Depuis Katowice, on retrouve nos envoyés spéciaux. Le changement climatique est loin d'être une notion abstraite en Afrique. Chaque année apporte son lot de catastrophes naturelles pour la population du continent. Alors, on s'adapte comme on peut à ces bouleversements. De nombreux instruments de financement ont été créés pour appuyer les pays les plus vulnérables. Seulement voilà, l'Afrique peine à absorber de manière efficace les fonds reçus.
Je pense qu'il est très important que l'on réfléchisse aux moyens efficaces d'accorder des financements directs aux États concernés, parce que quand les ressources vont d'abord aux organisations internationales, ce n'est pas toujours très optimal ni profitable aux États vulnérables. Face aux défis climatiques, le Maroc privilégie l'action pour renforcer sa résilience. Entre 2005 et 2010, il a consacré 64% de ses dépenses climatiques aux efforts d'adaptation dans des secteurs clés comme l'agriculture. Une démarche qui lui a valu le soutien de plusieurs bailleurs de fonds internationaux. Le Maroc occupe une place de leader en matière d'accès aux financements internationaux et à leur adaptation. Le Royaume du Maroc dispose également d'une stratégie ambitieuse concernant la préservation de l'environnement et des ressources hydriques particulièrement. Le Maroc est un pays leader sur le plan continental en matière de préservation de l'environnement avec plusieurs actions sensibilisatrices dans ce sens. Et son équipe, bien sûr, le Maroc, qui joue pleinement son rôle de leader au niveau africain, lance un appel dans la COP24 pour l'accélération du processus d'approbation du financement des projets d'adaptation. L'idée est de permettre au plus grand nombre de pays africains de bénéficier de soutien financier de manière équitable et efficace. Direction à présent l'Hexagone. Il a un nom, un visage, mais il court toujours. La chasse à l'homme se poursuit à Strasbourg pour mettre un terme à la cavale de Chérif Cheket, suspect numéro 1 de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, toujours fermé ce jeudi. Le bilan s'est alourdi pour passer à 3 morts et 13 blessés. Rejetant l'appel du gouvernement à suspendre la mobilisation et prenant leur distance avec d'autres figures plus modérées qui jugent que le temps du dialogue est arrivé, certains gilets jaunes ont affirmé aujourd'hui que la mobilisation se poursuivrait samedi. Tout juste rescapée d'un vote de défiance, Theresa May va tenter d'obtenir à Bruxelles de nouvelles garanties sur l'accord de Brexit face à des Européens prêts à l'aider à convaincre son Parlement, mais excluant de renégocier les termes du divorce. Réunis pour un sommet de 2 jours, les 27 se concertent ce soir sans la première ministre britannique pour évaluer ce qu'ils peuvent lui offrir, a expliqué un responsable européen. Et puis la première ministre britannique a fait montre une nouvelle fois de sa résilience dans les turbulences du Brexit en survivant à un vote de défiance, nous le disions, au sein de son parti. Theresa May obtient le soutien de 200 députés conservateurs, mais 117 ont voté contre elle. Dans une courte déclaration devant Downing Street en matinée, Theresa May s'était montrée combative, annonçant qu'elle se battrait de toutes ses forces pour rester en place et finir le travail. On revient chez nous, direction l'Oriental, capitale des agrumes. Ces oranges et clémentines sont appréciées dans tout le royaume et au-delà. Dans la province de Berkane, la production devrait atteindre plus de 300 000 tonnes. C'est plus que l'année dernière, que la dernière campagne agricole 2017-2018. L'heure aujourd'hui est à la cueillette. Le fruit a bien mûri. Les stations d'emballement tournent à plein régime. Reportage Rachid Latiabi sur le commentaire de Mounia Marouche. Depuis quelques jours déjà, les ouvriers collectent les fruits arrivés à maturité. Cette année encore, la production des agrumes enregistre de nouveaux records grâce à une pluviométrie abondante. Cette année, la récolte est excellente. Nos produits sont d'une bonne qualité, dont 60% sont destinés au marché russe. Tout se passe bien. Nous avons déjà atteint la moitié du chiffre d'affaires escompté. Dans cette unité de conditionnement et d'emballement, les agrumes sont triés et conservés dans le respect des normes internationales avant qu'ils ne soient orientés vers l'export. Cette chaîne de valeur emploie une main-d'œuvre importante. Elle crée 500 postes d'emploi par an.
Cette station se distingue aussi par son aspect technologique. Donc toutes les technologies avancées dans le domaine du conditionnement ont été utilisées avec des lignes spécialisées dans l'agrumes mais qui peuvent servir aussi au conditionnement d'autres produits frais et végétaux. Cette station visera l'export et la rayonnance surtout de la région Berkane avec comme marché cible les États-Unis en premier lieu, le Canada, la Russie et le Moyen-Orient. En tant que ça, on veille sur le respect des exigences phytosanitaires des pays destinataires de nos produits. Ainsi, l'ONSA, par sa présence sur le terrain, elle veille et incite les stations de conditionnement à respecter ces exigences. Dans la province de Berkane, la culture des agrumes s'étale sur 21 000 hectares. Cette année, la production a atteint 325 000 tonnes contre 260 000 tonnes enregistrées l'année dernière. À présent, ce petit mot de sport, cérémonie d'hommage à Bouznerka aux jeunes athlètes qui se sont distingués aux Jeux Olympiques de la jeunesse en Argentine et aux Jeux africains de la jeunesse à Alger. Une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, et le président directeur général de la SNRT, M. Faisal La'richi. Et un petit mot de cinéma pour refermer notre édition. Martin Scorsese, parrain officiel de la Cinémathèque marocaine. C'est ce qu'annonce le Centre cinématographique marocain. Le réalisateur américain s'est réjoui de l'ambition de ce projet. Ce parrainage permettra à la Cinémathèque marocaine de profiter de l'expertise de The Film Foundation, une institution à but non lucratif engagée dans la protection et la préservation des œuvres cinématographiques mondiales. Outre son fondateur Martin Scorsese, l'institution réunit des cinéastes tels que Francis Ford Coppola, Woody Allen, George Lucas ou encore Steven Spielberg. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'information sur Lula, 20h30. Une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain vendredi.